bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on termine enfin la boucle des smartphones haut de gamme actuels chez Android, puisque aujourd'hui on vous propose le test du HTC Sensation. Donc, on vous a déjà testé le LG Optimus 2X, le Samsung Galaxy S2 et la semaine dernière le Motorola Atrix. Donc forcément on attaque ce dernier qui est en fait aussi le premier smartphone à utiliser un processeur dual-core Qualcomm Snapdragon à 1,2 GHz. Du côté de l'écran, il vous propose un écran SSD de 4,3 pouces avec une résolution QHD, donc 540 par 960. Au niveau de la mémoire, il vous propose en fait une mémoire de 4 Go donc interne, donc ça aurait pu être sympa, sauf que 3 Go sont réservés à l'OS et il vous reste donc que 1 Go de disponible. À côté, vous avez 768 Go de RAM, un port micro SD à l'intérieur, donc malheureusement pas accessible de l'extérieur, mais livré avec une carte de 8 Go. On notera aussi la présence d'un tuner FM à côté du Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Et au niveau des APN, donc on a un APN derrière de 8 mégapixels avec comme vous pouvez le voir, un flash dual LED. Et pour la caméra visio, c'est juste une caméra visio de 1,3 mégapixels, donc c'est quand même plutôt sympa. À côté, sur le côté, donc se trouve ici le port MHL, donc qui est micro USB et HDMI, donc pour ceux qui n'avaient pas compris. Le tout avec une batterie de 1520 mAh pour un poids de 148 grammes très exactement. Au niveau d'Android, donc on se retrouve avec la version 2.3 d'Android et surtout la surcouche HTC Sense 3.0 ou 3D pour les intimes. Donc je vous rappelle aussi qu'il est en exclusivité pendant 2 ou 3 semaines, voire 4, je m'en souviens plus en fait, mais il est en exclusivité actuellement chez SFR, il arrivera chez les autres opérateurs un peu plus tard. De la version qu'on a actuellement pour test, c'est une version normale, donc on n'a pas eu de surcouche SFR, on n'a pas eu les applications SFR, mais je pense que la version SFR devrait pas beaucoup différer, si ce n'est éventuellement la préinstallation des applications habituelles de SFR. Au niveau du packaging, même chose, c'est un packaging de test, donc du coup on n'a pas le final, mais on retrouve comme d'habitude le câble USB, le smartphone évidemment, un chargeur USB, des manuels d'instruction pour une première prise en main et l'éternel kit main libre filaire. Donc rien d'autre d'à côté, rien de bien transcendant. Pour le design, on aime ou on n'aime pas, en gros, le Sensation vous propose une coque, bien une coque unibody, donc c'est une coque qui recouvre totalement le smartphone. Donc d'ailleurs, je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous le montrer, en espérant ne pas faire de bêtises. Voilà, ça devrait le faire. Sinon, vous avez les photos. Voilà. Donc vous pouvez le voir, la coque arrière recouvre totalement le smartphone. Donc c'est vraiment une coque unibody tout en plastique, donc c'est pas de l'alu comme certains autres modèles de la marque taïwanaise. Et là vous retrouvez avec le smartphone à état brut, comme vous pouvez le voir ici. Donc le port micro SD qui est à l'intérieur avec la carte de 8 Go, le port SIM, la batterie, les APN, etc. Donc tout ce qui est plus classique. Pour le ranger, vous avez juste à le faire glisser comme ça et la coque recouvre totalement le téléphone. Voilà. Au niveau de l'écran, vite fait, donc c'est un écran QHD, donc avec une résolution de 540 par 960, mais surtout il est en fait plat à l'intérieur, donc sur toute la surface de l'écran il est plat et il est juste, alors, je sais pas si on le voit bien là, mais il y a les bords de l'écran qui remontent un tout petit peu. Alors là on devrait bien le voir sur la vidéo. Alors, très honnêtement, je pense que c'est surtout pour protéger la poussière si vous avez tendance à le poser comme ça, tout simplement parce que comme pour le Galaxy S2, le Sensation vous propose de pouvoir retourner votre téléphone quand vous ne voulez pas prendre un appel, etc. Voilà, donc je pense que c'est dû à ça. Sur le côté, sinon, on retrouve les 2 boutons de volume, le fameux port MHL. Donc à noter pour le port MHL, lors du test du Samsung Galaxy S2, on n'avait pas pu le tester, c'était un peu dommage. C'était le fait que il faut, contrairement à un Motorola Atrix qui intègre
un port micro HDMI directement ici, ou le idem pour le 2X. Quand vous utilisez l'adaptateur MHL, il faut brancher non seulement le câble HDMI sur l'adaptateur MHL, mais aussi une alimentation micro USB. Donc c'est un peu dommage parce qu'on se retrouve du coup avec deux câbles sur un pauvre adaptateur, et tandis que quand on utilise un 2X ou un Atrix, vous avez, si vous avez de la batterie, vous pouvez sortir directement sur votre télé sans déjà avoir un adaptateur additionnel, mais surtout sans avoir branché un câble micro USB en plus. Voilà. Sur le haut, on retrouve le bouton de mise sous tension et la veille avec la prise jack. De l'autre côté, il n'y a rien. C'est fini au niveau des déclencheurs d'APN. Sur le bas, juste le petit, juste la petite trappe ici qui permet d'ouvrir la coque arrière. Et en parlant de la coque arrière, donc vous voyez que c'est une seule pièce, même si on a l'impression que cette partie pourrait s'ouvrir ou pas. Et ben non, c'est qu'une seule et même pièce. Vous avez le haut-parleur ici, et le micro se trouve ici. Voilà. Par contre, j'ai noté aussi plusieurs petits trous, dont 2 ici et 1, 2, 3 ici, qui doivent servir pour la capture vidéo, évidemment, et aussi pour le côté noise cancelling, c'est un réducteur de bruit pour tout ce qui est conversation. On trouve l'APN classique avec le double flash LED. Si vous êtes en condition de basse luminosité, ça peut servir. Puis voilà, donc sur le devant, un autre haut-parleur que vous reconnaissez. On notera aussi qu'il y a des diodes je ne sais pas si on le voit là, voilà, ça doit clignoter. On a des diodes pour tout ce qui est notification, etc. Donc ça peut servir. L'APN Visio ici et le capteur de proximité. Sur le bas, on retrouve les 4 touches sensitives qu'on connaît, donc à savoir l'accueil, menu, le retour et la recherche. Donc avant d'entamer un peu ce que j'allais dire sur le HTC, sur la surcouche HTC Sense, on va juste s'attarder un tout petit peu sur l'écran. Donc déjà, au niveau de l'écran, donc comme je vous rappelle, c'est un écran de 540 par 960 et c'est exactement le même en termes de résolution que le Motorola Atrix. Alors la grosse différence, c'est justement ça, c'est que HTC a travaillé sur l'intégration de cet écran HD, QHD on va dire, donc avec justement le fait de ne pas avoir des bords là qui sont qui ne servent plus à rien, du coup, donc ça fait un peu laid sur une interface, alors que là tout est bien intégré, etc. Donc là-dessus c'est un peu dommage que l'Atrix ne le fasse pas, donc tant mieux pour le sensation. Maintenant concernant la colorimétrie, alors pourquoi je veux juste en parler, c'est parce que évidemment l'autre gros test sur cet écran, ça va être la comparaison avec un Super AMOLED. Et pour ça, justement, la meilleure solution pour moi, c'était de tester sur mes propres photos. Donc, du coup, ça me donne une bonne idée de la précision ou pas du Super AMOLED. Et le test le plus flagrant, c'était sur cette photo que j'avais prise à Roland Garros. Donc, même si on n'a pas les mêmes noirs que sur un S2, je trouve la colorimétrie un tout petit peu plus juste, voire même je dirais plus juste sur le sensation que sur le S2. Par contre, ce qui est dommage, c'est que voilà, c'est que ça reste qu'un écran SLCD, donc du coup les noirs sont pas vraiment des noirs, et ça c'est un peu dommage parce que pour le reste je trouve que la colorimétrie est plus juste. Voilà. Donc là vous le voyez par exemple ici, donc ça claque, c'est super orange, ça se voit un peu. Ça se voit moins bien sur la vidéo, mais vous voyez là, il y a deux bandes noires qu'on voit quasiment pas, puisqu'elles se fondent avec l'écran, tandis qu'ici, sur le sensation, on voit tout de suite ce noir se différencier, parce que c'est justement pas un écran Super AMOLED. Je ne vous parle même pas du Motorola, qui présente un peu les mêmes défauts avec une colorimétrie un peu plus faible encore, mais avec les mêmes défauts que le sensation. On continue avec Sense 3D, Sense 3.0 sur le sensation. Donc si vous avez déjà lu le test vu le test du HTC Flyer qui embarque Sense 2.1, c'est exactement la même interface. Donc en fait,
concrètement, ça n'a pas tant changé que ça par rapport aux présentes versions de Sense, sauf que là, bon, HTC a beaucoup plus travaillé sur les widgets, sur l'intégration, etc. On commence par exemple par l'écran de verrouillage où on retrouve ces 4 fameuses icônes, donc des raccourcis que vous pouvez personnaliser et qui vous permettront de lancer des applications directement sans avoir à faire débloquer l'appareil, trouver où se trouve votre application, etc. Donc là, vous avez juste ici, à prendre par exemple l'appareil photo, je fais glisser dans l'anneau, c'est l'appareil photo qui apparaît, tout simplement. Sinon, à part ça, un des gros travaux de HTC, comme je vous disais, c'était les widgets, et alors là, comme d'habitude, on en retrouve une pléthore. Pas dans personnaliser, et là, on a nos widgets qui vont défiler, donc comme d'habitude, on retrouve le fameux partenariat avec Watch, qui vous permet qui est un peu le service de VOD qu'on retrouve chez HTC actuellement. Donc les fameux petits widgets pour le Bluetooth, etc., etc. La page des contacts, la page des mails qui vous permet d'afficher plusieurs types de présentations, avec des présentations plus classiques, les contacts, même chose, plusieurs présentations disponibles toujours, dont celle-là avec les statuts Facebook, Twitter, etc. Les différents calendriers qu'on commence à connaître, bon, les raccourcis, là ce sont les messages SMS, donc vous avez juste à monter et descendre quand vous voulez passer d'un SMS à l'autre. Vous avez évidemment des widgets avec une vue plus classique. Les réseaux sociaux qui sont supportés, donc à savoir Facebook, Flickr et Twitter. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à vous préciser que l'intégration est très très bien faite. C'est-à-dire que leur client PIP, autant à l'époque, je me souviens du HTC Hero, ça manquait encore pas mal de choses. Là, PIP, il est assez bien foutu. Vous avez accédé à à vos mentions, à vos followers, etc. C'est super bien fait. Idem pour la surcouche Facebook, qui vous permet de synchroniser ou pas avec vos contacts Google. On retrouve évidemment les trends de Twitter, le lecteur de musique, ça c'est classique, surtout si vous avez déjà vu le test du flyer, donc le fameux FriendStream dont je vous parlais, qui vous permet d'écrire, de partager, bon, le tuner FM. Le widget voyage qui est en fait lié au partenariat de HTC avec Téléatlas, donc qui vous permet en fait de télécharger une première carte gratuite, donc il me semble que pour nous c'est que la France, et après de louer des cartes. Et, le gros avantage par rapport à Google Maps, c'est que ces cartes sont téléchargées sur votre téléphone, donc du coup vous pouvez les utiliser en mode offline, donc ce qui peut être pratique quand vous êtes en voyage et que vous n'avez pas forcément accès à Google Maps. Vous retrouvez aussi le fameux partenariat avec le libraire Kobo pour acheter des bouquins. Donc là-dessus, il n'y a pas de gros changements. Les fameux widgets météo avec les animations qui vont avec. Donc les raccourcis, les photos, bon ça c'est assez classique. Je vous parlais du voyage tout à l'heure. Encore leur fameux widget actualité qui peut se baser sur Google Reader. Donc du coup, si vous gérez tout au flux RSS sur Google Reader, ben là vous vous retrouvez avec un widget pouvant lire ces mêmes actualités, ce qui peut être sympa. Bon, les widgets horloge que vous connaissez déjà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs façons d'afficher l'heure, c'est bien quand même. Et je crois qu'on termine sur les calculatrices, tout simplement. Voilà. Et bon, et ça, c'est pour les poursuicoteurs, forcément le petit widget sur les stocks. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le HTC Sense est très très complet. Donc a priori, vous n'aurez pas forcément besoin de tous les widgets, mais vous n'aurez pas forcément besoin d'autres non plus, puisque tout est là. Donc un petit tour, à savoir que le carrousel de HTC Sense tourne à l'infini et que c'est un pseudo 3D, donc on le voit ici, là, hop, vous voyez ici le petit rouleau. Et bien oui, c'est bien fait quand même. Donc voilà. Au niveau de la gestion des applications, c'est assez classique. C'est juste une grille d'applications classée par ordre alphabétique, dans lequel vous pouvez choisir vos favoris et regarder aussi ce que vous avez téléchargé. Comme sur le flyer, malheureusement, on ne peut pas créer de nouveaux sous-dossiers qui vous permettraient de faire des choses un peu plus sympas, mais là on peut pas. Donc peut-être dans une version 4.0, sait-on jamais.
Ce bouton sert de toute manière à la personnalisation de votre bureau, donc à savoir les thèmes, les skins, les fonds d'écran, l'écran verrouillé, gérer les raccourcis, etc. On continue avec le HTC Sense, donc, puisque je terminerai sur la partie notification. Donc, hop, à titre de comparaison, je vous remontre ce que fait un Motorola Trix. Donc voilà, vous avez juste vos notifications, c'est déjà pas mal. Hein. Sur un Galaxy S2, vous avez déjà quelque chose de mieux, c'est-à-dire que on a la barre de notification, mais surtout vous avez des raccourcis sur le Wi-Fi, Bluetooth, GPS, le son et tout ça, ce qui va être sympa. Voilà, à noter que sur le Galaxy S2, quand vous appuyez longtemps, vous avez accès au gestionnaire des tâches, et bien sur le Sensation, et donc sur le Sense en fait, et comme sur le HTC Flyer, vous avez déjà tout sur cet écran de notification. Donc à savoir vos dernières applications que vous avez lancées, que vous pouvez effacer éventuellement si vous ne voulez plus les utiliser, les paramètres rapides, donc Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès mobile, etc. Et forcément accès, quand vous cliquez sur mémoire totale, au gestionnaire de mémoire, etc. Voilà. On notera une petite subtilité qui devrait faire plaisir à certains, c'est la possibilité en fait que les icônes se déplacent. Par exemple ici, quand je veux déplacer on va prendre mon application RATP, je prends l'application pour la déplacer. Attendez, voilà, je prends pour l'application et là je peux la mettre à la place, mais sauf que à la place de l'application récente. Et du coup l'application récente bouge pas, donc du coup elle fait que pusher vers la place suivante la précédente application. Ici vous avez un petit effet qui est plutôt sympa, c'est par exemple Android, on peut le manger, voilà. Donc il prend l'ancienne place, etc. Donc c'est plutôt sympa pour l'organisation des icônes. Donc c'est pas grand chose comme ça, mais j'aime bien. Concernant le reste, au niveau des applications, je vais pas m'attarder dessus, c'est du classique, hein, donc hop, je vais vous montrer vite fait le Friendstream par exemple. Donc, le Friendstream qui est juste votre application de réseaux sociaux et on retrouve tout ce qui fait le succès d'une telle application, donc l'intégration avec Facebook, les différentes discussions, les photos, les liens partagés, les localisations partagées, etc. Donc tout ça vous y avez accès et c'est super complet. Voilà, même chose, donc là on va, l'agenda vous connaissez, je vous parlais tout à l'heure de l'application Maps intégrée à HTC avec leur partenariat avec Téléatlas, donc qui permet justement d'avoir les restos, des trucs comme ça, tout ce qu'il y a à proximité et surtout en mode offline. Le fameux widget actualité, donc là c'est sur le journal du geek, mais si vous cliquez ici vous avez accès à tout au reste de vos flux RSS, etc. Ensuite on continue sur un widget météo, donc qu'on connaît bien et qui est un des meilleurs actuellement, puisque je sais pas si on le voit bien là, mais il est un tout petit peu animé. Bon là forcément c'est pas la meilleure animation du monde, mais normalement tout bouge et tout ça, c'est super sympa. Au niveau internet, petit avantage par rapport à d'autres navigateurs, c'est que voilà, je vais vous montrer tout de suite. Là, on va aller sur le journal du geek. Je suis en Wi-Fi, hein, donc c'est pour ça que ça charge vite. Mais sinon, comme vous pouvez le voir au niveau de la densité, déjà je vais lancer en même temps sur le Samsung Galaxy S2. Hop. Clac. 30 secondes. Voilà. Donc là, comme déjà, on peut voir une grosse différence. C'est au niveau de la barre de notification qui, dans le navigateur dans cette surcouche de HTC, disparaît totalement. Donc du coup, ça vous permet d'avoir une vue un peu plus grande. Déjà que la résolution le permet, là vous avez une vue encore plus grande. Et autre avantage, c'est que on peut pas le voir ici, c'est que la résolution est quand même sympa. Puisque 540 par 960 ça vous permet d'avoir une meilleure densité et donc même ces tout petits caractères restent lisibles si vous avez de bons yeux, tandis que sur le Samsung c'est un peu plus dur, donc à voir, mais bon après les deux sont assez rapides et comme vous pouvez le voir là-dessus il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, on notera encore comme sur Chrome mobile tout simplement, c'est le redimensionnement des textes à la largeur d'écran et ça j'aime beaucoup.
On continue avec ce navigateur pour aller voir YouTube par exemple. Et on voit un peu les performances avec Flash. Et là-dessus, le HTC s'en sort très bien. Donc, il s'en sort pas aussi bien qu'un Samsung Galaxy S2 en termes de performance, mais mieux qu'un Atrix ou qu'un Optimus 2X. Hop, je vais lancer le fameux trailer qu'on utilise depuis un certain temps, qui est celui de Thor. Alors le seul bémol en fait là-dessus, par rapport à un Galaxy S2, c'est que autant sur le Galaxy S2, quand vous lancez une vidéo intégrée au site YouTube, vous pouviez lancer une vidéo en 1080p, ça bronchait pas plus. Là, ça s'arrête au 720p. Donc ce qui est déjà pas mal, puisque quand on testait sur l'Atrix ou sur le 2X, on s'arrêtait à 480p et 720p en mode natif, en mode YouTube, pardon, Flash YouTube, ça cadait totalement. Pardon, on reste sur internet. Voilà, donc déjà sortir du 720p, je trouve ça pas mal et ça tourne plutôt bien. Là, pardon. Voilà. Alors forcément, les pubs, c'est un peu une plaie aussi. Voilà. Je vous mets directement du 720p. Voilà. Et vous pouvez voir que ça tourne parfaitement. Par contre, dès qu'on va pousser en 1080p, il va saccader et c'est là la petite différence de puissance avec le Samsung Galaxy S2 qui justement vous propose cette puissance nécessaire pour arriver à du 1080p. Ce qui est toujours mieux qu'un Atrix ou qu'un 2X qui s'arrête au 480p. Alors, il faut noter aussi une grosse différence entre l'Atrix et Atrix ou LG Optimus 2X avec sensation, c'est le fait que le téléphone de Motorola et de LG fonctionne encore sous Android 2.2 et on sait que la différence entre 2.2 et 2.3 est assez flagrante. On l'a vu sur un Nexus S et à mon avis, je pense que pour ceux qui ont déjà un Atrix ou qui préfèrent un Atrix ou un 2X, la mise à jour en 2.3 devrait changer pas mal de choses. Voilà. Donc en plus, cette mise à jour 2.3 arrive très prochainement, du moins assez rapidement, je pense, sur LG et elle devrait malheureusement arriver seulement au mois de septembre pour les possesseurs de l'Atrix, simplement parce qu'il y a la surcouche liée au lapdoc. Voilà. Par contre, du coup, donc comme vous pouvez le voir, au niveau de la navigation, ça pose pas de problème, ou on n'a aucun souci. Par contre, et c'est là où le bas blesse, c'est que au niveau vidéo, on se retrouve avec les codecs que supporte Android, donc ça sort du MP4, etc., etc. Et quand on lance la galerie, on continue sur les tests vidéo, et c'est là où il y a une petite différence en termes de performance qui demande sans doute de l'optimisation de la part du processeur de Qualcomm, c'est en mode vidéo. Alors on sait très bien que le HTC ne propose pas plus que ce que peut convertir Android dans sa version de base, mais il y a un petit problème de performance. Alors pour illustrer, il suffit de lancer Galerie, et là par exemple j'ai un DivX, tout ce qui est plus classique. Et je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est super saccadé. Alors c'est pas super saccadé, c'est exploitable on va dire. Pardon. Voilà, mais c'est pas fluide du tout. Donc je pense que je suis assez pointilleux, et vous verrez sans doute pas la différence. Mais voilà, là on voit que c'est totalement saccadé. Du coup, quand on compare typiquement au Motorola Atrix, on voit que sur le Motorola Atrix, il y a beaucoup moins de problèmes de fluidité. Donc ça passe beaucoup mieux. Et, je pense que c'est surtout dû à une optimisation ou alors la résolution QHD qui change. Très honnêtement, je ne sais pas trop. Voilà. Et on notera quand même que c'est compatible avec certains Exit DivX qu'on télécharge sur le net. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Pour en revenir aux vidéos, sinon il vous reste la solution de Mobo Player. Hein. On va pas s'en priver. Hop. Et avec Mobo Player,
tout ce qui est le plus simple. On notera juste que, et c'est là où je pense que le Tegra 2 a sa carte à jouer, parce que c'est juste une question d'optimisation, c'est que on prend le fameux trailer de Kung Fu Panda en H264 720p, là, zéro souci. Donc c'est fluide, tout le tralala, là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est pas ultra fluide, non, c'est pas la fluidité d'un Galaxy S2, mais c'est carrément mieux que le DivX de tout à l'heure, et alors c'est du 720p. Et dès qu'on passe en 1080p, hop, ici, voilà. Dès qu'on passe en 1080p, là vous pouvez voir que c'est complètement saccadé, le son ne suit plus du tout, et il essaie de préloader des choses, et alors là c'est catastrophique, enfin pas catastrophique, mais vous voyez que ça ne suit plus du tout. Alors que quand on l'utilise avec l'Atrix, typiquement, en 1080p, voilà, donc ça vous donne une idée de... forcément. Ça vous donne une idée de la puissance du Tegra 2 et qui, à mon avis, avec Android 2.3, devrait faire pas mal d'heureux au niveau des processeurs actuels, déjà de l'Atrix ou du 2X. Donc je m'attarde pas non plus sur tout ce qui est APN même si c'est un APN de 8 mégapixels avec double flash LED, il faut pas oublier que c'est un APN pour smartphone, donc ça n'arriverait même pas avec un compact, du moins les derniers, et encore moins avec un Sony Ericsson Xperia Arc ou même un iPhone 4 qui propose des APN, c'est-à-dire des capteurs rétroéclairés, ce qui est quand même beaucoup mieux pour tout ce qui est prise de vue en basse luminosité. Alors je vous aurais bien fait une petite démo de htcsense.com et donc du fameux HTC Sync et tout ça, sauf que pour l'instant je ne sais pas pourquoi le Sense ne marche pas. Donc, comme malheureusement je peux pas le faire marcher, je peux pas vous en montrer plus, mais bon, le Sense est censé vous permettre de récupérer votre appareil si vous l'avez perdu, savoir où il est, acheter des nouvelles cartes ou en louer, et tout le tralala qu'on commence à connaître chez tout le monde. On enchaîne donc avec les jeux, donc c'est vrai qu'on ne connaissait pas encore, on avait déjà vu une vidéo du Qualcomm, que Qualcomm nous avait proposé, etc. Évidemment je ne vais pas vous faire le test d'un Neo-Core et tout ça, parce que c'est un moteur qui est full optimisé pour Qualcomm, donc c'est pas très... ça va pas vous aider beaucoup. Par contre sur des vrais jeux, alors qu'on sait très bien que ça tourne sur un Galaxy S2 ou n'importe quel smartphone sous Tegra, on va voir ce que ça va donner sur ce sensation et ce processeur Qualcomm. Donc on commence par exemple par la version Lite de Reckless Racing, qui saccadait un peu au niveau du son sur le Flyer, et qui ici tourne plutôt pas mal. Alors la seule différence notable, ici on va vous le montrer, voilà, la seule, ça se voit malheureusement pas à l'écran, c'est que ce jeu a été optimisé pour du 800 par 480, ok, et donc du coup là on se retrouve avec un écran de 960 par 540, et du coup le jeu, pour être en full écran, extrapole, et on a un petit problème d'aliasing, c'est un peu dommage là-dessus. Par contre pas de problème de son comme sur le Flyer, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en termes de performance, il n'y a aucun souci, ça tourne très très bien. Je vous montre aussi un petit coup de Dungeon Defender qui utilise justement le moteur d'Unreal. Voilà, donc on va faire un petit jeu en local, le héros qu'on commence à tous connaître, Craxo, blablabla. On commence. Donc voilà, donc là on est dans la taverne, tout ce qui est classique. Et là vous pouvez voir que ça tourne plutôt pas mal. Donc ça manque un chouïa. Alors je vais montrer, je vais être un petit peu tatillon sur ce sujet parce que bon, j'aime bien les jeux vidéo.
mais ça manque un tout petit peu de fluidité par rapport à ce que propose la version optimisée pour Tegra 2. Donc j'espère que les éditeurs vont pouvoir se pencher dessus et nous proposer des optimisations, mais du coup ça commence à me faire peur d'avoir plusieurs GPU qui traînent chez Android, parce qu'avant on avait la fragmentation des OS, maintenant on se retrouve avec une fragmentation des GPU. Donc Mali pour le Samsung Galaxy S2, Tegra 2 pour les LG et Motorola Optimus 2X et Atrix donc, et du coup le fameux Adreno 220 de chez Qualcomm. Voilà, donc à voir qui va gagner à terme, mais il faut surtout que les développeurs ne commencent pas à fragmenter les jeux et proposent justement une version optimisée pour chacun des processeurs, ou alors une version optimisée pour tous d'un coup. Voilà. Je reviens vers le menu principal. Il ferme. Donc voilà, par contre, comme vous pouvez le voir, c'est pas le. Il y a des moments, il se met à saccader et je sais pas du tout pourquoi. Alors, entre autres, je sais pas si c'est dû à. Si ça a la lourdeur de Sense ou pas, mais voilà, vous voyez ce genre d'effet qui doit charger l'OS alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc c'est super joli à voir, mais pas du tout ce dont j'ai besoin. Et pour terminer, donc un petit mot sur l'autonomie. Alors au niveau de l'autonomie, donc je vous rappelle que c'est une batterie de 1520 mAh. Là-dessus, j'ai pas fait de grosses mesures, mais j'ai tenu facilement 2 journées dans mon utilisation classique. Donc je pense que si ça devenait plus intense, je tiendrais facile. La journée tient forcément, donc ça c'est bien. Et surtout un peu comme pour l'Atrix, j'ai tenu au moins une 2e journée sans aucun problème, et je pense que ça peut même tenir un tout petit peu plus si on n'est pas trop gourmand. En conclusion, très honnêtement, je pense que HTC a fait un très bon boulot avec le Sensation. Je vous avouerai que j'avais un peu peur quant au processeur Qualcomm, tout simplement parce qu'on le connaissait pas, on savait pas trop ce qu'il valait, on n'avait pas trop eu de démos, ou alors les démos constructeurs, alors du coup ça faisait un peu peur. Mais dans l'ensemble, le système est super actif. Sense 3.0 reste la meilleure surcouche sous Android. L'écran QHD donc et de très bonne facture, même si on perd un peu en contraste, etc. Donc ça c'est une question de goût. Au niveau de l'APN, faut pas, c'est déjà pas, c'est un APN de smartphone. On notera quand même l'enregistrement en 1080p qui peut être appréciable. Et puis voilà, donc sinon à côté, comme vous avez pu voir pour les jeux, ça pose pas de problème. Je vous l'ai déjà dit dans le test, c'est que j'ai quelques a priori sur le fait que on se retrouve maintenant avec 3 solutions de GPU, donc à savoir Mali, Tegra 2 et l'Adreno pour Qualcomm. Donc là-dessus, voilà. Donc si je devais faire un tout petit classement pour finir, je dirais quand même que si vous cherchez le côté utilisation d'un véhicule tous les jours, je pense que le HTC Sensation est celui qu'il vous faut. Si vous cherchez des performances brutes, je vous dirigerai plutôt vers le Samsung Galaxy S2. Non, si ce sont les jeux qui vous intéressent le plus, parce que mine de rien, on a beau dire que le Qualcomm tient bien la charge, ou le Mali tient bien la charge, les futurs jeux comme Shadowgun, etc. arrivent sur Nvidia Tegra 2. Donc du coup, je vous conseillerais, si vous êtes plus joueur, de voir du côté de LG et de Motorola. Donc c'est un peu galère d'avoir cette segmentation des marchés en termes de GPU, mais bon, pour l'instant c'est ce qu'il faut pour que chacun puisse se différencier. Une petite note cependant concernant les Tegra, en fait. Donc je vous le rappelle, ils sont sous Android 2.2. Donc je pense que quand ils passeront en 2.3, ils gagneront beaucoup en fluidité sur internet, etc. Donc, mais bon, faut relativiser, puisque au jour d'aujourd'hui, avec les 3 téléphones, les 3 solutions qu'on a en haut de gamme chez Android, vous permettent d'avoir une expérience utilisateur web, vidéo et tout ça sans aucun souci.
Maintenant, je vous conseillerais juste peut-être, si vous aimez beaucoup sortir en vidéo, peut-être un peu plus les solutions que propose le 2X ou la Trix tout simplement, parce qu'ils ont une sortie directement sur le terminal et on n'est pas obligé de passer par un câble MHL. Donc voilà, donc je pense que ça répond à pas mal de questions sur le sensation, et si vous cherchez à rester chez le constructeur taïwanais, pas de souci, vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à très vite sur le Journal du Geek.